Bonjour à tous. On était en train de discuter avec Denis de télétravail et chez Drop Contact, ils ont une vision du télétravail assez sympa. Tu pourras au cas où nous en parler en introduction, mais de tout d'abord, je t'invite à te présenter, Denis, fondateur de Drop Contact, et puis dans la data et dans le marketing depuis un paquet d'années, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais, salut Gabriel. Bonjour tout le monde. Effectivement, moi j'ai un parcours dans la donnée un peu atypique dans le secteur du marketing, puisque moi je viens du monde du sondage, des études de marché, où j'ai eu même un institut de sondage pendant une dizaine d'années. Et puis effectivement, je me suis occupé de la data sur un pain que je rencontrais tout le temps, qui était que on passait tous beaucoup de temps sur de la donnée et qu'il n'y avait pas de solution sur ce marché-là pour tout fixer et arrêter de faire perdre du temps à ses commerciaux et ses équipes marketing. Voilà, donc j'ai fondé une boîte qui s'appelle Drop Contact en 2017, tout début 2017. Et voilà, donc très heureux d'être avec vous ce matin. Super. Donc on va parler données dans tous les sens. Petite intro, et d'ailleurs dans tous les sens, ton téléphone bouge. Ouais, c'est sympa. L'horizontale ne marche pas. Donc, et ça donne une sensation de mouvement. Bonjour à tous. Moi, ce que je vous propose en petite intro, je vais vous passer une petite vidéo qui présente la cartographie de l'acquisition. C'est un élément du livre Acquisition Strategy Design qui présente l'ensemble des métiers communication, marketing, vente qui permettent de faire de l'acquisition. Parmi ces métiers, il y a le data marketing et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la donnée. Je vais faire cette petite introduction-là et puis dès qu'on a cette petite vidéo, les 2-3 slides du livre sur le sujet, on va pouvoir attaquer une discussion à bâton rompu avec Denis. Denis, si tu peux juste interrompre ton micro le temps du passage de la vidéo, sinon ça fait des doublons en son. C'est parti. L'acquisition client est un processus clé de la vie d'une entreprise, qui regroupe de façon transversale plusieurs spécialités dont les 3 principales sont la communication, le marketing et la vente. La communication consiste à transmettre un message. La communication financière, institutionnelle et interne ne font pas partie de l'acquisition, à contrario de la communication commerciale dédiée à la vente. Celle-ci est composée de la communication de marque, de l'achat média, des relations publiques qui incluent toutes les parties prenantes, presse, influenceurs, partenaires, etc. et de la e-réputation. Le marketing et en particulier le marketing opérationnel sont au cœur de l'acquisition, à l'exception néanmoins du marketing stratégique, de la fidélisation et du marketing international. Le marketing produit consiste à définir le produit adéquat par rapport au marché. Le pricing consiste à définir les prix des produits. Les études à tester auprès du public. Le marketing de la distribution rapproche les produits des consommateurs. Il s'appuie sur la communication de proximité et est révolutionné depuis ces dernières années par l'e-commerce, qui est arrivé avec toutes les nouvelles spécialités du marketing digital, dont bien sûr le référencement naturel payant est maintenant sur les places de marché, et aussi l'achat média en ligne, sous toutes ses formes. Display, affiliation, social ads, native ads, retargeting, le social media marketing, le marketing mobile et le marketing de la performance. Le marketing de contenu existait déjà, mais il a été terriblement renforcé par le digital, tout comme le marketing relationnel, qui a bénéficié de nouveaux canaux de marketing direct et de nouveaux outils, produisant toute une somme considérable de données. 3e composante essentielle de l'acquisition, la vente, avec la prospection commerciale, l'avant-vente, la négociation et maintenant les nouvelles techniques de social selling. Elle n'inclut pas dans l'acquisition la gestion de compte qui se passe après l'acte d'achat, et donc une fois que l'acquisition client est achevée. Retrouvez toute la cartographie de l'acquisition détaillée et la méthode pour construire son plan d'acquisition dans le livre Acquisition Stratégie Design, Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente, par 1 minute 30 Publishing. Ça s'interrompt toujours un peu vite, je sais pas pourquoi. J'ai remis le micro, vous m'entendez ? Ouais. Je vais vous passer quelques slides en plus justement sur la partie data marketing et ça fera la fin de cette introduction. Hop. Donc voilà, vous retrouvez la cartographie et la partie data marketing qui est très riche aujourd'hui parce qu'on peut collecter de la data
sur l'ensemble des supports et plateformes digitales, que ce soit sur mobile, que ce soit sur le web, que ce soit en e-commerce et maintenant aussi sur les aspects marketing direct, les landing pages, etc. Et effectivement, tout ce que va proposer Denis, c'est de l'enrichissement de données, de contacts que vous avez récupérés, mais qu'il faut enrichir pour pouvoir bien qualifier. D'ailleurs, ta solution, justement, sur cette question de first party, second party, third party data, comment tu peux, expliquer ces trois concepts et dire comment ta solution se positionne sur ces concepts-là? Est-ce que c'est pertinent? Ouais, tout à fait. On peut complètement commencer par ça. Il y a un premier point de toute manière, c'est de mon point de vue, c'est qu'il y a effectivement toute l'acquisition que vous pouvez faire et qu'on fait, comme tu disais tout à l'heure, avec des landing pages, des livres blancs, des inscriptions, des sign-up, etc. Donc ça, effectivement, ce sont les gens qui ont une volonté, et donc là, on parle d'ailleurs que du B2B, hein, ce sont des gens qui ont une volonté de s'inscrire parce qu'ils ont un intérêt sur ton produit ou ta solution. Et puis, il y a la deuxième partie qui est beaucoup plus, effectivement, de l'outbound. Et l'outbound, on a beau chercher tout ce qu'on a, la meilleure base de données, par définition, reste toujours LinkedIn, en tout cas en Occident et Allemagne exclue. Simplement, dès qu'on a un nom et un prénom d'une personne, le réflexe de tout le monde, de tout commercial ou tout marketing, c'est d'aller regarder dans LinkedIn le profil, si on a des points en commun, quel est son historique, etc. C'est la meilleure base. D'ailleurs, on voit bien que d'autres bases qui existent sur le marché sont des bases qui vont, pour certaines, historiquement récupérer, copier ou X techniques pour aller récupérer des données de LinkedIn. Mais c'est vraiment la base, quoi. C'est vraiment ce qui est le plus à jour. Il y a un phénomène d'ailleurs, hein, qu'on peut constater, comme on a à peu près le même âge, Gabriel, j'en suis désolé pour toi. Historiquement, si tu veux, quand tu avais une base de données, une fois, tu vois, il y a 15 ans, tu avais ta base de données. Au bout d'un an, tu avais perdu à peu près 10-15% de ta base de données en termes de qualité parce que les gens avaient changé de boîte. Et ça, c'était effectivement il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, en 2020, les chiffres sont plutôt bien plus forts que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, tu as 25 à 33% de ta base qui n'est plus bonne à la fin de l'année. Parce que beaucoup de gens changent maintenant. T'as plus une fiabilité dans la durée très longue des gens qui restent en poste pendant 10-20 ans, sauf effectivement dans certaines entreprises, hein, bien évidemment. Mais il y a vraiment sur des postes de cadre et de gens à responsabilité qui sont souvent les cibles, hein, en termes de marketing. Ce sont des gens qui changent d'entreprise, enfin on change d'entreprise, moi compris. Donc tu as vraiment la qualité d'une base de données qui se perd au bout d'un an. Je t'entends plus, moi, Denis. Tu m'entends plus? Allô? Est-ce que vous entendez Denis? Ah, ça a l'air d'aller mieux. Ah, ok. Ouais, donc je disais qu'au bout d'un an... Ouais. Non? Je sais pas. Si quelqu'un peut nous dire si ça marche ou pas? Moi, je m'entends bien. Ok, moi je t'entends là de nouveau. On l'entend. Oui, on m'entend. Ok. Donc oui, en fait, ce que je disais, c'est que c'est un problème chez moi là. Ok. Bon, là, il y a tout le monde qui entend, effectivement. Au bout d'un an, c'est ça. Donc maintenant, effectivement, en 2020, on se rend compte que on a perdu beaucoup de qualité d'une base parce que les gens changent d'entreprise, en fait, tout simplement. Et alors là, je parle même pas avec la crise du Covid, hein, les changements sont encore plus radicaux. Ce qui veut dire que la qualité d'une base, en fait, quand on achète une base, il y a des gens qui achètent des bases, la base qu'on a achetée, par définition, au bout d'un an, elle sera plus très bonne pour quasiment un quart, voire plus. Et la référence reste finalement toujours LinkedIn. Donc il y a vraiment une importance aujourd'hui, encore plus, je dirais, que à l'époque où LinkedIn a été racheté par Microsoft, un petit 26 milliards, on constate tous que LinkedIn a encore plus de valeur aujourd'hui pour pouvoir être à jour des données. Donc ça, c'est un point qui est important. En fait, notre solution à nous, elle n'est pas du tout, on n'a pas de base de données. D'ailleurs, c'est une très très grande particularité. Je crois qu'on en reparlera un peu plus tard sur la notion d'RGPD. DropContact n'est pas du tout une solution de base de données. L'idée, c'est vraiment pas de faire un LinkedIn-like, en tout cas d'essayer d'imiter LinkedIn. Dessus, il y a déjà beaucoup de monde qui font ça sur le marché. Mais en fait, on est sur le fait de maintenir et d'enrichir des données que nos clients ont déjà, mais qui n'ont pas la qualité, qui n'ont pas l'enrichissement et qui n'ont pas des données de qualité dans lequel on n'a pas l'email, par exemple, le téléphone et ce genre de choses-là
qu'on arrive à reproduire. Je crois qu'on a perdu Gabriel en cours d'ailleurs, si je me trompe pas, dessus. Donc voilà. Et du coup, je vais enchaîner tout seul. Hein. Alors il y a un point aussi qui est important, c'est que souvent on sous-exploite énormément de prospects de données qu'on a dans une entreprise et on le sous-exploite en fait à 2-3 niveaux. Il y a un premier niveau auquel on pense pas souvent, c'est que quand on a un réseau sur LinkedIn, on a beaucoup de contacts et on les exploite pas. Je crois que Gabriel nous rejoint. On a beaucoup de contacts en fait sur LinkedIn, que ça soit en tant que dirigeant, que ça soit en tant que responsable marketing ou en commercial. Donc on a un réseau et par définition le réseau qu'on essaye tous d'agrandir fait partie de nos cibles pour une grosse partie et on l'exploite pas parce que LinkedIn ne permet pas de l'exploiter de manière un peu plus massive. Et une des astuces très souvent que j'évoque moi et auquel on ne pense pas, c'est simplement d'exporter ou de faire exporter son archive de connexion LinkedIn, donc faire exporter par son équipe commerciale tous les contacts que l'on a et d'enrichir ces contacts-là, de les dédoublonner et du coup on se retrouve avec une base significative, hyper bien ciblée que l'on va pouvoir travailler en outbound en envoyant effectivement soit de l'emailing ou beaucoup mieux maintenant ce qu'on appelle du cold email, on en parlera peut-être un petit peu avec Gabriel tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment sous-exploiter toutes les connexions qu'on a sur LinkedIn. Parce qu'une fois que quelqu'un s'est connecté sur LinkedIn, il y a éventuellement, parfois, alors c'est un peu, aujourd'hui c'est plus qu'une mode, c'est même surexploité à mon sens, les invitations, les notes, les messageries LinkedIn, on peut y passer sa journée, et pas toujours très pertinent. Mais du coup, c'est juste très ponctuel, en fait, ce moment donné où on fait la connexion. Et tout le reste, finalement, ça reste un peu dans le fond, je sais pas, moi, je dois avoir 6000 contacts, et sur ces 6000 contacts, si j'ai pas exploité cette donnée-là pour l'exporter, l'enrichir et pouvoir faire de l'email ou du cold email dessus, j'ai sous-exploité complètement mon réseau. Alors, j'ai un peu perdu le réseau. Et le fil de la discussion, je voulais te faire parler, mais on reviendra sur LinkedIn, sur cette notion de first, second party, third party data. Si on doit resituer ce que tu as dit, les third party data, LinkedIn en fait partie. Ouais. Drop contact aussi, c'est de la third party data. Non, en fait, on fait pas de la data exactement. C'était un peu mon propos, c'est que nous, on va traiter de la data que tu as déjà. C'est-à-dire que donc tu vas enrichir de la first. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la notion, enfin que l'approche de drop contact sur le marché de la data n'est pas d'être encore et un nouveau prestataire qui fournit de la data. Et c'est pour ça que je parlais de LinkedIn parce que c'est LinkedIn là vraiment la base. Et donc on n'est pas du tout en train de faire une base de données pour copier LinkedIn. Donc on n'est pas une base de données. Vraiment on a zéro contact en base. On est sur de la qualité, de l'enrichissement et du traitement en fait des données que les entreprises ont déjà. C'est vraiment là-dessus qu'on s'inscrit. D'accord. Et ce traitement, il se fait en partie par de l'enrichissement provenant de LinkedIn ou pas du tout. D'accord. Pas du tout parce que historiquement, si tu veux, on pouvait, il y a peut-être 5 ans, un peu plus, on pouvait aller scraper en très gros volume sur LinkedIn, etc. C'est plus du tout possible. D'ailleurs, tu vois bien quand tu vas aller, quand tu utilises des outils pour scraper LinkedIn, comme par exemple Phantom Buster, Captain Data, Lobster, DuckSoup, enfin bref, il y a un certain nombre de solutions qui permettent de scraper. Tu vas pas pouvoir en scraper aujourd'hui plus d'une centaine. Par contre, LinkedIn, sinon LinkedIn va te bloquer. Donc, c'est sûr que quand Microsoft a investi 26 milliards dans LinkedIn, il est dit maintenant ça c'est un capital et ce capital-là évidemment faut le protéger. Et donc c'est le cas. Donc on ne scrape pas LinkedIn. C'est pas du tout notre business. On travaille vraiment par algorithmie et des serveurs de test. Et on va sur beaucoup de choses. On en parlera un petit peu plus tard parce que l'essentiel, je pense que c'est parler surtout de la qualité des données au sens général et pas forcément complètement de drop contact. Mais vraiment, c'est de trouver, de fournir aux gens les adresses email, de vérifier qu'elles sont encore existantes, de pouvoir aussi, et ça c'est une option qu'on sort en début d'année prochaine, de pouvoir aussi en même temps suivre quand quelqu'un change d'entreprise. Typiquement, tu vois, tu as quelqu'un dans ton CRM qui est Pierre Debouille, par exemple, qui est ton contact sur lequel tu as fait beaucoup d'inbound, tu as fait de l'évangélisation, il a suivi un webinar, téléchargé ton livre blanc, etc. Il est lancé aussi commercialement, donc tu as créé du lien.
Et puis à un moment donné, le mec est plus chez Bouygues, mais il a changé de boîte. Et si la personne a changé de boîte, en général, c'est à peu près dans les mêmes secteurs d'activité, et en général, c'est pour un poste encore plus décisionnaire. Donc c'est vraiment une pépite en fait sur laquelle tu as réussi à créer de la richesse de la relation. Il faut pas la perdre, c'est un capital. Et en fait, l'option qu'on va proposer à la rentrée de 2021, c'est justement automatiquement de pouvoir te dire que Pierre n'est plus chez Bouygues, mais de te rajouter la fiche de Pierre de SFR s'il est passé chez SFR et d'informer le commercial. Donc ça, c'est une option sur laquelle on a pas mal travaillé et qu'on va sortir effectivement à la rentrée au premier trimestre 2021. C'est ça, c'est qu'en fait, très souvent, et c'est un sujet, je trouve dont on n'a pas forcément conscience, c'est qu'en fait, pour toutes les opérations qu'on fait finalement, sur lesquelles on investit du livre blanc, tu sais qu'effectivement, ça prend quand même pas mal de temps. Du livre blanc, des landing pages, des sites web, un CRM, des outils de market automation, du nurturing, des événements, des salons quand il y en avait. Donc, tous ces éléments, tous ces éléments-là, plus des publicités, des ads, etc., fait un énorme budget, plus les licences, plus le personnel qui va qualifier, etc. Et donc, en fait, tout ça est fait pour avoir des leads. Donc, en fait, des leads, des contacts. Et là où ce qui est un point qui est très intéressant, c'est qu'une fois quand on regarde dans un CRM de n'importe quelle entreprise, on se rend compte que le contact, en fait, finalement, c'est le parent pauvre. C'est-à-dire que parfois, j'ai des inversions prénom-nom, parfois, j'ai pas l'email, ou j'ai l'email perso, mais pas l'email pro, j'ai pas forcément le téléphone, rien n'est vraiment normalisé. Je peux pas exploiter directement mes données pour envoyer des emails parce que j'ai pas la civilité, donc faut que je passe à un stagiaire ou que je prenne du temps pour aller faire ça à la main. J'ai pas mes données à jour, c'est-à-dire que la personne n'est plus dans la boîte, donc je vais envoyer un email, mais je sais pas s'il est dans la boîte ou pas, et je vais avoir des emails qui vont rebondir, qui vont boncer dessus. Et donc c'est le parent pauvre en fait de toute cette chaîne. Donc on investit énormément d'argent à tous les niveaux pour avoir un contact qui a un capital, et ce capital-là est aujourd'hui le parent pauvre. Et c'est là où nous justement on intervient pour ne pas garder ce capital et le laisser s'appauvrir, mais vraiment l'enrichir et le suivre. Et on est passé aussi il me semble, on est passé d'une époque où on faisait beaucoup de volume, on faisait des gros volumes, on faisait de l'emailing, on faisait du nurturing un peu, on va dire un peu à l'arrache, un peu en gros volume, pas forcément très très fin, etc. On est passé maintenant, je trouve, dans une époque d'hyper personnalisation, et moi j'insiste beaucoup sur ce terme-là, où il faut vraiment qu'on soit en one-to-one dans nos relations avec nos prospects. Tu vois, tu peux plus te permettre d'envoyer deux emails à une personne parce que tu as deux adresses email dans ton CRM. Tu vois, donc tu vas lui envoyer deux emails, c'est pas pro, c'est mal perçu, c'est pas one-to-one. Tu vois, on n'est plus sur ces éléments-là. C'est ne pas accorder ses emails quand c'est une femme, c'est compliqué maintenant. C'est beaucoup moins bien perçu. Donc il y a vraiment un besoin de créer dans sa relation, même si on va pouvoir automatiser, et aujourd'hui, il y a foultitude de produits qui permettent d'automatiser et d'être beaucoup plus productif, il faut toujours garder en tête, à mon sens, deux choses, l'hyper-personnalisation et la qualité du copywriting. Et c'est vrai qu'on croule sur, tu vois, nous, par exemple, quand on fait un post LinkedIn sur lequel on va parler des outils, tu vas crouler sous le nombre de gens qui vont télécharger, qui vont liker, qui vont voir, parce que le mot outil, ça devient magique. Donc, tout le monde pense que en prenant un outil, ça résout tout, mais on oublie souvent, je trouve, que c'est la qualité derrière de l'usage qu'on va faire de l'outil en termes de copywriting et qu'est-ce qu'on va mettre comme message, qu'est-ce qu'on va écrire. Je pense que toi aussi, tu dois avoir un certain nombre de messages que tu reçois sur LinkedIn en invitation, avec des messages qui veulent rien dire, quoi, qui n'ont pas de sens, qui sont pas personnalisés, qui vont te raconter pas mal de choses. Oui, non, mais c'est compliqué. Après, il y a ce vieux débat, parce qu'il n'est pas si nouveau, le débat de l'hyper-personnalisation, de la qualité par rapport à la quantité. Tu as l'air de dire qu'on est enfin arrivé dans l'hyper-personnalisation quand on voit le nombre de mails qu'on reçoit de façon quantitative. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on en soit là. Et aussi, il faut admettre que l'hyper-personnalisation, et tu l'as dit avec la question des accords, de nom, de machin, de bidule, c'est quand même un boulot titanesque et qui se noie aussi dans la quantité des mails de moins bonne qualité. Malheureusement, la qualité ne fait pas toujours ressortir un mail, quoi. C'est ça qui est un peu ingrat dans l'histoire.
c'est que vu la tonne de mails dans tous les sens, c'est pas parce que tu fais de la qualité que tu ressors. Et il faut faire de la qualité en quantité. Enfin, moi, j'ai quand même ce débat-là. Beaucoup de gens disent la qualité fait que ça marche, etc. Si la qualité est pauvre en quantité, ben elle reste au du tout, quoi. Ouais, entièrement d'accord. Et la qualité en tant que telle, mais enfin en faible volume, ne suffit pas. Il faut faire de la qualité et de la quantité. Ouais, entièrement d'accord. C'est justement c'est vraiment ce que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est que tu vas pouvoir aujourd'hui avec les outils faire de la quantité, mais il faut pas négliger la qualité. C'est-à-dire que si tu envoies un très gros volume d'emails parce que c'est automatisé ou de messages LinkedIn, mais que ton message, ton objet par exemple, simplement l'objet de ton message ne fait pas de sens, ton taux d'ouverture derrière va pas être bon et l'intérêt de ton message va pas te donner de la valeur. Et à contrario, il faut pas tomber à l'inverse dans le fait de ce qu'on fait ou ce qu'on faisait et ce qui reste encore et ce que je vois beaucoup, hein, c'est en fait un commercial qui va écrire les emails un par un pour faire de l'hyper personnalisation, mais du coup dans la journée, si tu veux, ça n'a pas de valeur financière. Le retour sur investissement est pas jouable. Là, effectivement, les outils aujourd'hui te permettent de faire de l'hyper personnalisation. Dessus, tu as, par exemple, sur les emails, on prend pas une solution d'emailing si elle n'a pas intégré un langage qui s'appelle le Liquid. Le Liquid langage, qui sont des variables qui permettent un peu comme dans Word quand tu fais des fusions, mais de le faire directement dans tes emails. Donc ça, c'est le Liquid. Et donc on utilise, tu vois, pour du cold email, on utilise par exemple Lemlist. Pour tout ce qui est nurturing, on utilise Customer.io. Et ce sont deux solutions dans lesquelles obligatoirement on peut utiliser du langage Liquid. Et donc ça nous permet d'accorder, ou même par exemple quand on prospecte quelqu'un, si sa boîte c'est dans les RH, eh bien automatiquement avec le Liquid, on va remplacer nos références clients par les références clients qui concernent les RH versus un autre sur la finance. Et ça, c'est automatisé. Et forcément, quand tu es dans les RH et que tu vois que Drop Contact travaille pour Welcome to Jungle, Job Teaser, Talent.io, PayFit, bah, si tu te bosses dans les RH, ça t'a interpellé et forcément, tu vas percuter sur un message qui a un copywriting qui va fonctionner. Liquid, c'est Liquid. C'est un langage qui a sorti Shopify en open source en fait. C'est comme sur l'objet, tu vois. L'objet de ton email, si tu fais de l'email ou même ta note d'invitation LinkedIn, elle va être importante pour t'assurer un taux d'ouverture en cold email qui est important. Les taux d'ouverture sur un cold email, si tu fais bien ton objet, minimum, tu es à 60-70% de taux d'ouverture. Et nous, sur les objets qu'on fait, sur les messages qu'on envoie, notre taux, il est encore plus fou que ça, puisqu'on est en fait on est à 92% de taux d'ouverture sur des cold emails sur à peu près 300 personnes, tu vois. Donc, on fait pas des volumes monstrueux, comme j'ai pu faire dans d'autres vies où tous les mois on envoyait 100 000 emails. Et quand on avait 10% de taux d'ouverture, on dit ouais, on est les rois du monde. Là, on n'est plus du tout dans la même démarche. Et je pense que l'époque est que on n'est plus du tout dans la même démarche. La solution d'emailing dont je parlais, les deux solutions, parce que je vois que Bernadette avait posé une question là-dessus, c'est Lemlist, Lemlist et Customer.io. Voilà. Il y en a un, Lemlist, c'est du cold email. Si tu veux, on parlera un petit peu plus de la définition de qu'est-ce qu'un cold email versus de l'emailing, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Et Customer.io, ouais, c'est ça, merci. Et Customer.io, c'est une solution qui permet effectivement de faire de l'onboarding, de faire du nurturing automatisé dessus, sur lequel tu peux même connecter des solutions pour envoyer des SMS, etc. Voilà un peu pour ça se fait. Mais oui, je te rejoins complètement. Tu peux plus avoir un commercial qui toute la journée va envoyer des emails un par un. C'est pas rentable. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ouais, tout à fait. Justement, tu nous parlais de la tactique là que tu suggérais de récupérer les contacts LinkedIn et de les enrichir derrière. Moi, j'ai déjà fait ça à un moment et c'est à ce moment-là que je me suis pris le plus de retours de type d'où vous trouvez cette liste, RGPD. C'est là où je me suis presque fait le plus blacklisté comme mail avec mes 30 000 contacts LinkedIn. Donc, je serai prudent sur cette reco-là. Comment tu la traites et comment tu t'assures que tous ces gens avec qui tu étais en connexion sur LinkedIn
sont contents de recevoir tes mails. Ah, tous ne seront pas contents. On est bien d'accord. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que tu vois, quand tu fais de la prospection, soit tu fais pas de prospection et tu laisses que les gens venir vers toi et tu fais que de l'inbound. Ok, ça peut être une tactique. Hein. Mais bon, après, il faut être bon quand même en communication d'une manière générale et en visibilité. Soit effectivement, tu fais aussi, t'as des sales quoi, et tu vas faire aussi de l'outbound, etc. Mais il y a toujours quelqu'un qui va râler et tu vas toujours avoir une ou deux personnes de temps en temps qui vont pas être contents. Mais tu sais, c'est comme tout. Hein, c'est comme quand tu regardes les réseaux sociaux et tu regardes les commentaires sur des posts. Tu vas avoir, on est quand même français, donc tu as des gens qui vont râler. Et en fait, c'est pas très grave. À partir du moment donné où ce que tu fais est légal et que tu le fais proprement et que tu, en gros, fais une réponse en disant je suis vraiment désolé, merci, je t'embête plus. Tu passes à autre chose. Tu vois, moi, je me rends pas toxique. J'ai pas d'aspect toxique comme ceci. Et en général, quand on a une fois de temps en temps quelqu'un qui râle, je prends mon téléphone, je l'appelle et au final, la personne elle est super contente parce que tu fais de la relation dessus et que c'était son premier réflexe. Sinon, tu fais plus de prospection. C'est-à-dire que oui, forcément, tu peux avoir. Après, tu peux aussi présenter dans ton objet, enfin dans ton message, simplement dire tiens, c'était même lui qui t'avait demandé, parce que je pense que Gabriel, la plupart des gens qui sont dans ton réseau, c'est plutôt eux qui t'ont demandé comme en relation que toi qui les as demandé en relation. Donc c'est plutôt entre guillemets, je vais le formuler comme ça, plutôt un honneur que toi tu t'intéresses à eux dans ton message email, tu vois. C'est tiens justement, on était rentré en contact, etc., etc. Et donc c'est juste de la question de formulation et tu peux faire des shoots, tu vas pas faire des shoots de 30 000 d'un coup, tu vas faire des shoots effectivement de 100 000 pour tester ton objet pendant une semaine, 10 jours, tu vois, pour tester ton objet, voir si tu as des bons taux d'ouverture, voir comment est perçu le message et après tu peux accélérer. Mais c'est toujours ma démarche d'ailleurs sur tout ce qui est email, c'est de pas c'est de pas faire de la masse tout de suite, c'est vraiment d'itérer sur des petits bouts et de voir. D'ailleurs c'est un truc qui est marrant, c'est que quand tu penses à quelque chose en marketing, en tout cas moi ça m'arrive souvent depuis très longtemps, je dis ouais là j'ai trouvé un objet de dingue, c'est génial, c'est fabuleux et tout, tu vois, tu shootes le truc, t'as pas de retour, t'as rien, 3 jours après tu dis mais je suis complètement idiot quoi, en relisant ton objet tu dis mais c'était complètement idiot mon objet, ça percutait pas et du coup ça te donne de nouvelles idées, tu vois. Et c'est marrant parce que ça je le trouve, pour moi c'est systématique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à faire de l'itération au départ sur des petits volumes et une fois que j'ai trouvé le truc qui est cool, je dis ok c'est bon maintenant on peut accélérer quoi. Ouais, non, mais c'est sûr que tu l'as jamais du premier coup. C'est vrai, en marketing, j'ai aussi une marque de bijoux. À des moments, tu te dis que cette collection va cartonner et c'est celle d'à côté auquel tu croyais pas qu'il cartonne. Ouais, c'est ça. Les tests et les essais-erreurs t'apprennent l'humilité et la modestie. Hein, entre ouais, complètement. Et ce qui marche réellement, il y a toujours un sacré décalage. Et sur la question du RGPD par rapport à justement l'absorption de contacts LinkedIn et à la réutilisation de ces contacts qui pour le coup sont souvent Gmail, mais là mais au passage quoi, tu les convertis, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un gros sujet les RGPD qui n'est pas que européen, puisqu'en fait maintenant le Brésil a mis en place il y a quelques mois quasiment la même chose que la RGPD européenne. Au niveau des États-Unis, ça bouge beaucoup. On voit que depuis Cambridge Analytica et Facebook et Google ont compris qu'en fait, il pouvait avoir d'énormes dégâts, pas uniquement sur des aspects légaux, mais sur des aspects d'image en fait et de perte de confiance. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont verrouillées et clairement Google a mis une politique en place en fait qui empêche ce qui se faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des solutions que tu connectais sur ton G Suite, ton Gmail, et puis qui tenaient les profils des gens, les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est cool. Mais en même temps qu'ils faisaient ça, ils aspiraient absolument toutes tes données. Donc toutes tes données de ton carnet de contact de G Suite, tous les emails qui arrivaient chez toi, tout ça était aspiré et surtout revendu par ailleurs. C'est comme ça que ça constituait les bases de données. Tu sais, il y a une solution qui te permet de trouver les numéros, enfin il y en a plusieurs, mais tu as une solution qui te permet de trouver les numéros de téléphone sur LinkedIn, donc ça commence par un L. Donc tu as une petite extension. Il y a quelques années, tu allais sur le profil d'Emmanuel Macron quand il était ministre, tu cliquais sur cette extension-là et tu avais le vrai numéro de mobile d'Emmanuel Macron, mais le vrai, dessus. Et le vrai numéro de mobile d'Emmanuel Macron à l'époque n'a jamais été sur Internet. Et donc la question, c'est de savoir d'où viennent les données. En fait, on a les réponses. On a plusieurs réponses. On a des réponses qui sont pour le coup très très sales pour certaines boîtes. Et là, en l'occurrence, le fondateur de cette boîte-là,
il a une particularité, c'est qu'il est aussi le fondateur de plusieurs solutions de carnet de contact que tu installes sur ton téléphone ou que des gens installent sur leur téléphone mobile, en plus de l'application de contact standard que tu as sur Android ou sur iPhone. Et en fait, ça t'aspire absolument toutes tes données pour constituer ces bases qui sont revendues. Donc en fait, ça s'est beaucoup fait, ça se fait encore. Hein. C'est je prends des données de X pour les revendre à Y. Il y a pas mal de boîtes qui font ces approches-là, qui tant qu'il n'y avait pas la RGPD, tant qu'on n'avait pas la conscience de ça, à la limite, ça passait. Aujourd'hui, effectivement, ça a vraiment changé. Tu ne peux plus faire ça, tu n'es plus autorisé. Les gens deviennent très sensibles là-dessus. Maintenant, il y a un deuxième sujet, et donc je vais rentrer plus dans le détail de la RGPD. C'est que si on parle B2B, pas B2C, hein, si on parle B2B, la CNIL a été très très claire sur le sujet. Elle a dit que là, en fait, la RGPD ne change pas sur le fait, n'interdit pas de faire de la prospection. Il faut qu'il y ait un intérêt légitime. Donc, un intérêt légitime, c'est si tu vends des ordinateurs ou du réseau, le fait d'envoyer des emails à un directeur des services informatiques est complètement autorisé. Il y a des recommandations. La recommandation, c'est il est préférable qu'effectivement ça soit de l'opt-in. D'accord? Et c'est bien, il est préférable, c'est une recommandation. Donc tu n'as pas du tout l'interdiction d'envoyer des emails à des personnes qui sont concernées. Par contre, effectivement, tu as quelque chose qui est beaucoup plus une obligation, c'est que la personne peut se désinscrire rapidement et facilement. Donc, il faut que sur ton site, les gens puissent se retirer de ta base de données et il faut aussi qu'ils puissent, dans un email, répondre facilement qu'ils veulent être retirés de tes bases de données et ne pas être sollicités. Ça, c'est des points qui sont vraiment importants. Et donc, tu as le droit de le faire. D'ailleurs, même au niveau ce qu'on appelle le scrapping, c'est d'avoir des bots ou des outils qui vont te permettre de récupérer de la donnée qui est sur Internet. Il y a eu plusieurs procès, dont LinkedIn à plusieurs reprises a attaqué des entreprises qui récupéraient de la donnée sur LinkedIn. Et en fait, au niveau législatif, c'est complètement légal. Et en procès et en appel, ça a été confirmé, et sur l'Europe comme sur les États-Unis, c'est complètement légal sur des données publiques de les récupérer, donc tu peux le faire. Ce qui n'est pas autorisé, par contre, c'est quand tu es connecté avec ton compte LinkedIn. Quand tu es connecté avec ton compte LinkedIn, ce qui va s'appliquer, c'est en plus de la législation, c'est les CGU, les conditions générales. Et les conditions générales de LinkedIn t'empêchent de le faire. Donc en fait, LinkedIn fait qu'il t'accepte une tolérance, il t'en fait une centaine par jour, il va rien se passer. Si t'en fais plus, à ce moment-là, effectivement, ils vont suspendre ton compte et te demanderaient d'arrêter de scraper LinkedIn. Donc cet aspect-là, en fait, est complètement légal. Donc tu peux effectivement récupérer des données, les enrichir et envoyer des emails à des personnes en B2B, toujours en B2B, si c'est légitime. Et si c'est bien fait, en fait, t'as pas de souci. Tu auras une fois de temps en temps quelqu'un qui va râler. Et voilà, c'est pas très grave. J'ai dû en avoir, moi, là, en un an, j'ai dû en avoir peut-être 2. En tout cas, c'est 2. Et franchement, une fois que tu les as au téléphone, il se passe rien. Après, par contre, il y a un autre sujet qui est important. C'est que on va imaginer que tu aies une grosse base de données, Gabriel, et que tu décides de revendre ces données-là. Donc, ce sont des données qui sont B2B, qui sont nominatives, d'accord, et qui, si elles sont nominatives, s'applique la RGPD. Et ben en fait, t'es pas autorisé. Tu ne peux pas revendre ces données-là. Tu ne peux pas décider de revendre les données d'autres personnes, par exemple mes données à moi de mon email pro plus mon téléphone mobile, par exemple. Tu ne peux pas le revendre si moi je t'ai pas autorisé à le revendre. Donc c'est un sujet d'ailleurs qui est un vrai sujet très important et qui est en train de révolutionner absolument le monde de la data. C'est que finalement pas grand monde donne son autorisation de la revente de ses données personnelles. Et donc il y a en ce moment un sujet, il y a plein de DPO dans les entreprises qui prennent conscience de ça et qui disent oui, mais on peut plus utiliser ces solutions X, Y ou Z parce que si on utilise une solution qui n'est pas RGPD, la boîte n'est plus RGPD. Ça aussi, ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, historiquement, quand il n'y a pas encore la RGPD en place, il dit moi j'ai pris mon fournisseur, c'est de la responsabilité de mon fournisseur et moi je suis blanchi. C'est plus le cas. Hein. C'est-à-dire que maintenant, si tu utilises une solution qui n'est pas RGPD compliant, il y a du coup, tu ne peux plus être RGPD compliant. Et c'est pas parce... C'est quoi les solutions de data aujourd'hui qui sont réellement RGPD compliant? Pas celles qui vendent des données personnelles. Tout ce qui vend de la donnée d'entreprise, oui. Mais celles qui vendent de la donnée personnelle, par définition, ne peuvent pas l'être, sauf si les gens ont opt-in pour la revente des données. Et ça, faut pouvoir le justifier. Donc, à ma connaissance, moi je ne le connais pas et je connais pas tout le monde, hein, mais c'est un vrai sujet. En tout cas, la CNIL, c'est vraiment son sujet. Alors, on le connaît bien parce que on est allé très très loin avec la CNIL, on a été audité par la CNIL et on sait exactement ce qui est important et ce qui concerne la RGPD. Et peu de gens, en fait,
peu d'entreprises en fait ont déjà fait ce travail-là. C'est-à-dire que souvent les entreprises passent par un cabinet de conseil, parce qu'on a vu fleurir beaucoup de conseils sur la RGPD à ce moment-là et par des cabinets d'avocats. Et beaucoup de juristes encore ne sont pas très clairs sur la lecture approfondie de la RGPD qui est complexe dessus. Mais je dirais qu'on a eu cette chance en fait. On a eu cette chance d'aller creuser très très à fond le sujet de la RGPD. Et comme on n'a pas de base de données, pour le coup, on n'a pas cette problématique. Mais les gros fournisseurs comme Compass, comme Nomination, comme d'autres, ceux-là, ils en sont où? Je ne pourrais pas te répondre. Et si je le savais, je te répondrais pas non plus d'ailleurs. Non, mais tu vois, le vrai sujet, c'est tes données. Aujourd'hui, de par la RGPD, tu as des données qui sont personnelles nominatives, d'accord? Elles t'appartiennent à toi. Et donc, en fait, si tu lis la RGPD, personne n'a le droit de revendre tes données. Tu vois, LinkedIn, quand tu vas mettre tes données chez LinkedIn, toi, dans LinkedIn, tu vas autoriser dans les CGU, tu vas autoriser LinkedIn à exploiter tes données. Et ça, donc LinkedIn le fait, c'est toi qui les as mis. Mais une boîte qui récupère des données pour les revendre, il y a un vrai sujet. Après, c'est des sujets d'avocat. Hein. Et moi, je suis pas avocat et c'est pas mon métier et puis c'est pas trop le sujet. Mais c'est d'attirer l'attention sur le fait que exploiter des données, c'est la revente de données, quoi. La revente de données personnelles, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est en train d'être révolutionné sur le marché. Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que ça implique comme conséquence pour les boîtes? Nous, on a un de nos clients allemands qui est intervenu dans ce webinaire qui, suite à la RGPD, ont arrêté complètement de prospecter et n'ont plus du tout fait appel à des fournisseurs de bases de données qui faisaient des mails pour eux, qui faisaient de l'outbound, etc. Et se sont retrouvés à utiliser uniquement LinkedIn comme base de données pour les commerciaux, ce qui a limité quand même le nombre d'emails envoyés, la quantité de communication avec ces cibles. Comment les boîtes peuvent se réorganiser pour continuer à avoir une communication suffisante avec des prospects pour générer des leads dans un contexte comme cela? Comment tu appliques? Ouais. C'est être maximaliste comme l'était ce client. C'est quoi la bonne frontière et comment gérer ça, quoi? Ouais. Alors en plus, là, on parle d'un client en Allemagne. L'Allemagne est encore beaucoup plus radicale et a toujours été beaucoup plus radicale aux notions de la donnée privée. Tu vois, par exemple, les cookies en Allemagne, ça fait très très longtemps que c'est bloqué. T'as pas le droit de suivre une IP, etc. Donc ils sont très en avance sur la donnée personnelle là-dessus. Donc ça fait sens. En fait, c'est pour ça que je parle des ressources que l'on a qu'on n'exploite pas, parce qu'en gros, on a tendance à faire du volume, c'est-à-dire on remplit un maximum et on se dit tiens, je vais semer 10 000 graines de plantes de tomates et je vais bien avoir 10 tomates, tu vois. Aujourd'hui, moi je suis plutôt dans la démarche de dire mais en fait, tu as déjà toutes ces données-là qui sont dans ton CRM que tu n'exploites pas, parce que si tu regardes le CRM de n'importe quelle entreprise, tu vas voir que il y a une partie qui est exploitée, c'est les choses qui sont récentes, et puis toute une partie qu'on relance pas, ou de temps en temps on renvoie des newsletters entre guillemets, histoire d'avoir parfois un peu bonne conscience, mais on les réexploite pas en action commerciale pure et dure de justement plutôt cold email, etc. de manière un peu continue. Pourquoi? Parce que c'est si par exemple quelqu'un m'envoie un email aujourd'hui sur une action commerciale, peut-être que c'est pas mon sujet d'actualité à l'instant T parce que j'ai d'autres priorités, mais dans 3 mois ou 6 mois, c'est probablement mon sujet d'intérêt parce que j'évolue dans le temps. Tu vois, le momentum est vraiment super important dans la relation qu'on a. Ça, c'est un premier point. L'autre approche, c'est effectivement, tu vois, des solutions de cold email et l'approche de cold email. Quand tu arrives à avoir des 70% de taux d'ouverture, tu changes la donne. Est-ce qu'il vaut mieux envoyer 100 000 emails avec un taux d'ouverture de 10% ou je sais pas, moi, j'ai pas fait mon calcul de tête, mais ou 10 000 emails avec un taux d'ouverture de 70% et sur lequel derrière tu vas avoir des taux de conversion qui seront plus pertinents. Très souvent d'ailleurs, moi ce que je recommande et ça chez GetPlus, j'ai connu quand j'étais chez GetPlus, GetQuanti, c'est qu'en fait il faut prendre à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut prendre le chiffre de combien on veut avoir de signatures dans le mois, remonter ses taux d'ouverture, remonter ses taux de conversion pour aller voir finalement la taille de la base qu'on doit avoir. Et le but n'est pas d'avoir une énorme base par mois et avec des faibles taux, mais effectivement d'aller dans l'autre sens. D'ailleurs, je vais même t'évoquer un point dont je suis globalement pas mécontent du tout. C'est que nous, sur notre site web, le chiffre est fou parce qu'en fait, tu les connais forcément bien mieux que moi.
Le taux de conversion de sign-up sur un site web, en gros, en B2B, c'est quoi? C'est entre 1 et 5% à peu près? Ça serait ça, Gabriel, les chiffres que tu as? Ok. Nous, chez Drop Contact, notre chiffre, il dépasse les 20%. Donc, on a 20% de gens qui viennent sur notre site qui sign up. Ce qui est assez monstrueux. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ces taux de conversion et de les améliorer. Donc, oui, on diminue le volume. Je suis d'accord avec toi. Oui, on diminue le volume. Oui, on cible bien mieux les boîtes et les profils. Et on va parler d'ailleurs d'un point qui est la recherche sur LinkedIn, qui est souvent mal maîtrisé. Et on va faire de l'hyper-personnalisation. On va faire être focus sur la conversion, avoir des bons taux d'ouverture, etc. Et par exemple, tu vois, il y a plein de gens qui envoient des invitations LinkedIn. Ok, là c'est le grand truc parce que justement, il y a plein de solutions pas très chères qui vont te permettre d'envoyer l'invitation avec une notification, puis de renvoyer si la personne t'a pas répondu, etc. Et franchement, ça coûte pas très cher. Sauf que ça sature maintenant, enfin par jour, on en reçoit des tonnes. Et moi, je suis contre cette méthode-là. Je trouve que c'est pas la bonne méthode de le faire. Je trouve que la bonne méthode, c'est d'envoyer un call d'email et sur les personnes qui ont ouvert l'email, de lui renvoyer dans le quart d'heure ou la demi-heure, justement à ce moment-là, une invitation LinkedIn avec une notification. Et j'ai fait un petit post, un article dessus que vous trouverez dans mon profil LinkedIn. Et ça transforme vraiment de manière plus intéressante que juste du call d'email, parce que répondre à un call d'email, enfin un email commercial, ça demande un engagement et ça demande le fait d'être assez proche, bien avancé en fait dans le funnel de décision. Et en fait, quand tu as renvoyé une invitation LinkedIn dans la demi-heure, tu es au bon momentum. Donc la personne va plus accepter ton invitation LinkedIn. Et du coup, comme tu as le chat avec ta notification, il va être plus enclin à te poser une question du style « Ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai reçu votre email, effectivement, je voulais savoir si vous étiez capable de ceci, de cela. » Et donc, tu vas ajouter des conversations en plus, avoir un meilleur taux de conversion dessus. Donc ça, c'est un tips, enfin une technique en tout cas, qui est vraiment beaucoup plus pertinente et beaucoup plus pointue que de faire du gros volume dessus. Donc ça, c'est tu connectes comment l'ouverture à ton mail avec l'invitation LinkedIn? Si tu utilises les solutions de call email, en fait, vont pouvoir détecter les taux d'ouverture dessus, donc elles vont notifier qu'il y a une ouverture et tu peux automatiser des process. Alors tu peux utiliser des outils comme Zapier ou Integromat, donc qui sont des outils qui permettent de connecter plusieurs solutions SaaS entre elles, et donc tu vas envoyer l'information dans un Zapier que la personne a ouvert. Et derrière, tu vas pouvoir connecter plusieurs outils. Tu peux connecter, par exemple, il y a Phantom Buster. Ils appellent ça une API qui s'appelle NetBooster. Et du coup, NetBooster te permet d'envoyer des invitations LinkedIn avec un message. Et ça, c'est automatisé, hein. Donc, nous, on a automatisé ça. C'est très cool. Alors, on a un peu arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a beaucoup de gens qui s'inscrivent par jour sur notre site web, avant, on envoyait des invitations systématiquement. Et ça permettait de grossir effectivement le réseau et d'avoir des gens qui me suivent sur LinkedIn. Le phénomène, c'est qu'en fait, on commence à en faire un peu en masse. Et donc, tu commences à en faire un peu en masse. À un moment donné, tu as la limite de LinkedIn qui dit, oula, tu commences à faire trop aujourd'hui. Donc voilà, on le remettra en place et il faut qu'on trouve une manière de faire un aléatoire pour limiter à une vingtaine par jour maximum d'invitations. Mais on a beaucoup plus de gens. Moi, j'avais une mécanique comme ça il y a quelques années. Pour chaque téléchargement de livre blanc, je faisais une invitation LinkedIn. Mais effectivement, on a pareil atteint les limites et les limites, de LinkedIn, quoi. Ouais, et puis c'est les limites du succès, entre guillemets. Ça veut dire que tu as plein de gens qui sont intéressés par ton livre blanc, donc c'est bien. Mais du coup, comme tu as le livre blanc, tu as déjà effectivement je vais répondre. Tu as effectivement le fait de les avoir dans ta base et dans ton CRM et d'exploiter. Et ça, c'est un de mes sujets aussi. Je vois trop d'entreprises qui ont des contacts, une partie dans leur CRM, une partie dans des Google Sheets, une partie sur des fichiers Excel chez des commerciaux, etc. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise pratique. Il faut vraiment concentrer toutes ces données de contact au même endroit, dédoublonner au maximum, enrichir au maximum pour avoir cette exploitation qui soit de qualité. Si à un moment donné tu as un contact, ton contact a de la valeur et ce contact-là, en fait, tu dois le garder dans le temps, l'enrichir et l'amener et l'amener à closer à un moment donné. Dessus, quelqu'un a demandé la solution pour envoyer des invitations. C'est Phantom Buster avec un PH. Phantom Buster et l'outil, c'est leur API, c'est NetBooster de tête. Mais il y en a d'autres. Hein, il y a Pushati, il y en a d'autres. Oui, je voulais juste parler aussi merci Pauline. Je voulais juste parler de la recherche LinkedIn. Moi, je vois beaucoup. Je trouve d'ailleurs qu'il n'y a pas de formation sur le sujet. En tout cas, j'en ai pas trouvé.
euh, très souvent, on n'est pas très très bon sur la recherche de LinkedIn. C'est-à-dire que savoir faire une bonne recherche Sales Navigator sur LinkedIn, ça nécessite de passer du temps. Ça nécessite de maîtriser l'outil. Il faut aussi savoir utiliser des recherches qu'on appelle les recherches booléennes. Et les recherches booléennes, c'est de pouvoir faire du négatif, c'est-à-dire du noté en majuscule, ou du moins. Par exemple, quand tu recherches des jobs, des fonctions de personnes, bah, si t'as pas exclu stage, stagiaire, césure, etc., tu vas te retrouver avec plein de profils qui sont pas dans ta cible. Et donc, il vaut mieux passer plus de temps en amont pour bien déterminer ces critères de recherche et surtout d'exclusion pour avoir les meilleures personnes bien ciblées au départ dans LinkedIn Sales Navigator. Et ça, j'aimerais bien, faudrait que je creuse un petit peu plus le sujet pour essayer de trouver des formations vraiment intéressantes là-dessus, parce que très souvent, je me rends compte que l'usage n'est pas très approfondi. Super. Moi, j'aimerais bien revenir sur un sujet parce que c'est un sujet qui me préoccupe. C'est effectivement ce que tu disais, c'est on traite les leads chauds et récents. Le fond de la base de données n'est pas très bien traité ou n'est pas suivi, etc. Et ça, c'est une réalité chez nous aussi. Et je me rends compte qu'on a beaucoup de leads chauds entrants qui demandent un devis maintenant ou une explication maintenant. C'est cela qu'on traite. Alors que des leads plus froids, de type téléchargement de livre blanc, qui n'ont pas fait une expression de demande précise, mais qui sont de qualité parce que avec des plus grosses boîtes, avec plus de responsabilités, ce genre de choses, ben on les traite moins bien et en plus on les traite pas nécessairement dans la durée. Mais pour partager mon expérience, nous on a essayé plein de choses sur de l'automatisation, des séquences en fonction après de l'enrichissement de données. Des séquences en fonction de leur profil, des séquences en fonction de leur secteur d'activité, etc., sans nécessairement avoir un succès de ouf. Et aujourd'hui, j'en viens à me dire que je dois qualifier ces gens-là avec un vrai commercial de façon plus systématique pour établir un contact et qui ne soit pas un contact mail, qui soit un contact human to human et traiter dans la durée cette relation-là, toujours en se faisant aider par des automates d'email, etc. Parce que l'humain peut pas faire un contact toutes les semaines, tous les mois, etc. Mais qui est beaucoup plus d'humain dans mon process qu'avant, en fait. Donc moi, je suis en train d'un truc où j'étais quand même tout marketing avec du commerce uniquement à la fin sur du lead qualifié chaud, à me dire que j'ai besoin de m'améliorer sur du commerce plus froid, plus pérenne, plus dans la durée pour aller aussi chercher des projets plus gros parce que pris plus tôt avec des bonnes personnes. Ah ouais, mais je te rejoins. C'est comment on optimise son temps en fait, assez clairement. Et moi sur le market automation, je suis assez fan, mais j'ai aussi mon retour d'expérience qui dit qu'en fait, pour pouvoir faire du market automation pointu, tu vas passer énormément de temps pour réfléchir au scénario, pour créer les contenus, pour vraiment dire à le mec, il a passé 2 minutes sur ma page de prix, mais en fait, la boîte, elle est ceci, et il est revenu là, il a téléchargé ceci, donc je vais déterminer un score, etc. En fait, ça nécessite énormément d'investissement pour mettre un bel outil en place, et donc pour faire ça, je trouve que ça a du sens quand effectivement t'es une grosse PME, quoi, quand t'es une belle marque et que t'as vraiment une équipe dédiée et en contenu et en market automation. Sinon, pour la plupart des autres boîtes, effectivement, c'est overkill, quoi. C'est pas, je trouve pas ça rentable, en fait, dessus. Par contre, effectivement, en amont, si tu arrives assez rapidement à enrichir justement ta donnée de contact, c'est-à-dire quand nous, quelqu'un s'inscrit, on arrive comme drop contact enrichi en fait. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enrichit. Je vais en parler quand même 2 minutes parce que j'explique un peu le contexte. On enrichit automatiquement la donnée. On va être capable de savoir finalement si c'est quelqu'un qui est une cible importante, comme tu disais, et de le repérer dès le début en fait, dès qu'il s'inscrit ou dès qu'il a téléchargé un livre blanc, etc. Et là, le traitement va être différent. Et là, on est plutôt, nous, sur des approches de ce que j'évoquais en termes de cold email, et il faut que j'en parle aussi, donc ça me laisse quand même, ouais, c'est bon, j'ai 7 minutes pour parler du sujet. C'est un point qui est important.
parce que là, c'est automatisé. Et si on n'a pas réussi à ferrer la personne aujourd'hui, l'objectif, c'est que 3 mois ou 2 mois après, on relance une autre séquence de cold email pour aller le ferrer à un autre moment. Donc, en gros, le cold email, en 2 mots, c'est à contrario de l'emailing. L'emailing, si tu fais de la masse et tu utilises, il y a plein d'outils qui te permettent de faire ceci, et tu vas pouvoir envoyer beaucoup d'emails dans une journée. Le cold email, en fait, ça va passer par ta propre boîte mail, et il faut que ça passe par ta boîte mail avec ton adresse email et ton domaine actuel dessus. Et en fait, ça va simuler un comportement humain. C'est-à-dire que ça va envoyer un email toutes les 126 secondes, 147 secondes, 92 secondes, tu vois, au fil de l'eau. Donc, toute la journée, ça envoie un email les uns derrière les autres avec des durées, des fréquences qui sont pas régulières. Et chaque email va être hyper personnalisé. Et en fait, c'est comme si tu avais un commercial qui fait ce travail à la main, sauf que là, tu l'as automatisé. Donc, la première chose, c'est que tu as un flux continu comme ça, tout le temps. Donc, même quand tu fais d'autres tâches, du coup, ton flux est continu. Ces taux d'ouverture, tu vas arriver, comme je te disais, à 60-70% minimum. Si la personne n'a pas ouvert, du coup, ça va renvoyer un autre email. Donc, on appelle ça une séquence. Ça va renvoyer un autre email, qui est la suite, un message, etc., etc. D'ailleurs, un petit tips que moi, j'utilise dessus. Et voilà, c'est pas une grosse révélation non plus. Mais par exemple, sur mon deuxième email, c'est un deuxième email où je mets pas de majuscule, je mets pas de ponctuation. Ça fait 2 lignes et en gros, c'est send by my iPhone en bas et je l'envoie surtout même le samedi et le dimanche. Et l'avantage de l'envoyer le samedi et le dimanche, alors je vais faire hurler des gens, mais l'avantage de l'envoyer le samedi et le dimanche, c'est qu'en gros, je sors de la masse de tous les emails qui arrivent. Et donc, tu vois, t'es le dimanche après le repas chez la belle-mère, tu regardes ton téléphone parce qu'on est quand même en 2020, donc tout le monde est en train de tapoter sur son téléphone et tu vois un email arriver de Denis Cohen, Drop Contact, que tu connais pas, tu vois, et qui te relance sur le sujet. Et même si tu me réponds pas tout de suite, tu vas quand même te souvenir de Drop Contact et de Denis Cohen sur le prochain email que tu vas recevoir. Donc ça, c'est un petit tip qui fonctionne plutôt bien. Hein. Et je pense que les taux de 92% sont pas, le taux d'ouverture de 92% en partie est dû à ça. Et une fois, si personne n'a ouvert, enfin, si personne n'a réagi, n'a pas demandé de contact, n'a pas demandé de démo, etc., on va pas sursolliciter, on va s'arrêter. On va s'arrêter au bout de, je crois, la séquence, ça doit être 4 à peu près chez nous, 4 emails, à des durées très espacées. Et puis, si ça n'a pas bougé, du coup, ça va relancer automatiquement une autre séquence avec d'autres messages d'ici 3 mois à peu près. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour continuer à les traiter dans la donnée de manière automatisée. Ce que tu évoques aussi, c'est des postes qui existent dans les startups maintenant, et voilà, ça commence aussi dans les grosses PME. C'est Salesforce à l'origine, hein. Je sais plus comment s'appelle la personne qui a mis en place. C'est ce qu'on appelle les SDR et les BDR. Donc en fait, tu vas avoir en amont de ton sales quelqu'un qui est entre le marketing et le sales, et qui va aller lui qualifier, commencer à voir, à valider, etc. dessus, pour pouvoir commencer à créer la relation. Et en fait, ce que fait Drop Contact en amont, c'est-à-dire que nous, à partir du moment donné où tu connectes Drop Contact à ton CRM, donc on travaille aujourd'hui sur Salesforce, Pipedrive, on arrive sur HubSpot et après Zoho, ou quand tu le fais sur des fichiers, quand tu as un fichier Excel par exemple, en fait Drop Contact va te permettre de tout nettoyer, d'enrichir, de trouver les adresses email pro validées, de te rajouter les numéros de téléphone RGPD compliant, d'exploiter tes boîtes mail à toi dans ton entreprise, c'est-à-dire le grand classique, c'est que tu reçois plein d'emails sur tous tes collaborateurs, sauf que personne ne recopie le numéro de mobile pour le mettre dans ton CRM. Drop Contact le fait automatiquement sur la fiche de la personne. Va te corriger les inversions prénom-nom, va t'ajouter le profil LinkedIn de la personne, le secteur d'activité de la boîte, son dernier chiffre d'affaires, etc., etc. De détecter les doublons et de les fusionner automatiquement. Ça, c'est aussi un truc qui est extrêmement, c'est un pain qu'on trouve partout dans plein de boîtes. C'est t'as des tonnes de doublons en fait. Donc tu fais 2 fois le boulot parce que tu vas rappeler une fiche et tu vas rappeler une autre fiche alors que c'est la même personne. Drop Contact détecte les doublons, il va les fusionner automatiquement. Donc 0 intervention humaine. Il y a Bernadette qui pose la question de comment une PME peut s'en sortir par rapport à tout ce que tu expliques en termes de temps, de compétences. Je pense que le meilleur exemple, ça va être de prendre Drop Contact simplement. Jusqu'à il y a 1 mois, en gros, j'étais la seule personne qui travaillait au commercial et en gros, ça représentait 33% de mon temps. Je commercialise Drop Contact depuis 1 an et demi. On est à 1400 clients payants. Voilà. Et donc, si j'avais pas automatisé et si j'étais pas focus sur les clients qui ont plus de valeur,
on n'aurait jamais pu faire ça. Et donc là, on est en très forte accélération. Maintenant que l'équipe commerciale, évidemment, se renforce dessus. Après, moi, j'ai un sujet dont j'ai pris conscience aujourd'hui qui est encore plus important pour moi, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on a toujours dit que le bouche à oreille était important, etc. Mais honnêtement, en 2020, tu vois, même quand tu vas acheter, je sais pas, t'as entendu parler d'un appareil photo ou d'un ordinateur ou de n'importe quoi, ou même d'un restaurant, premier réflexe qu'on fait à peu près tous, c'est on va aller regarder les avis. Et si tu prends ton téléphone, tu vas regarder les applications que tu as installées sur ton téléphone et tu vas te rendre compte que la plupart des applications que tu as sur ton téléphone, que tu as ajoutées, c'est quelqu'un qui t'en a parlé. Et donc la reco, elle est hyper importante. Et c'est pour ça que mon approche à moi, c'est de passer du temps avec des prospects, même s'ils sont pas importants, faire du conseil gratuit. Ça choque beaucoup, hein, ça déstabilise pas mal de gens. Et en fait, du coup, ça nous permet aujourd'hui, en tout cas très clairement, d'avoir un bouche-oreille assez ouf sur le marché, alors qu'on a mis zéro budget, zéro budget en publicité. Voilà, tu vois, je fais quelques webinars, je peux en faire un tous les, deux par mois, quoi. 2 par mois. Je passe beaucoup de temps au téléphone ou en visio et sur les réseaux sociaux, pas mal sur Slack aussi. Slack est un bon outil d'acquisition pour nous. Et en fait, c'est les gens qui parlent de nous. Donc, par exemple, si tu regardes dans des groupes Facebook ou sur des choses de LinkedIn, tu vas avoir des gens qui vont dire ah non mais pour ça t'as Drop Contact, bah, tiens contact de Nicoen, machin, etc. Donc ça, c'est extrêmement puissant et on le voit bien d'ailleurs. Tu vois que les marques en sont conscientes. Hein. Si tu as un problème avec quelqu'un, tu prends Twitter, tu mets ton use case sur Twitter en pingant la marque, tu vas avoir une réponse beaucoup plus rapide pour traiter ton problème que si tu essayes de joindre le service client ou envoyer un email, tu vois. Donc la reco, c'est d'une puissance de dingue en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment super important. Et les influenceurs quoi aussi. Je vais t'interrompre 2 minutes pour, entre autres pour Bernadette aussi, pour construire sa stratégie. Il y a la méthode Acquisition Strategy Design. Je vais partager cette petite vidéo en conclusion. Et puis, tu auras le mot de la fin, Denis, après la petite vidéo. Si tu peux couper le micro le temps de la vidéo, c'est cool aussi. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Ouais, alors j'ai mis la promo pour la vente du livre. On était hier premier dans la catégorie marketing et publicité sur Amazon, entre autres suite à un post de Michael Aguilar qui a fait une très belle pub et mise en avant. Tu parlais des influenceurs sur ce bouquin qui est un gros boulot chez nous. À toi le mot de la fin, Denis. Ouais, déjà merci pour le webinar et pour me permettre de m'exprimer un petit peu sur mes convictions et sur l'approche. Pour reprendre aussi la question de Marilou, en fait,
il y a des solutions aujourd'hui qui sont très simples à mettre en place, qui prennent pas beaucoup de temps, pour le coup avec des budgets qui sont vraiment très accessibles. Donc ça, c'est effectivement, on trouve vraiment ça. Les exemples que j'ai donnés avec des Lemlist, Phantom Buster, Customer.io sont des solutions qui sont vraiment pour une PME, une TPE vraiment très très accessibles et qui donnent vraiment des résultats. Pour Contact, nous, notre mission, en fait, c'est vraiment de simplifier la vie, hein, sur un élément qui est le temps, en fait. C'est là où, en tant que commercial, on perd 1 heure par jour à faire des petites tâches, de rechercher une info, d'aller chercher le téléphone, de le copier, de corriger le prénom, le nom, etc. Tout ça est fait complètement automatiquement. Et on voit bien nous dans les demandes de nos prospects, de nos clients, qui sont de la personne indépendante, du gros hacker, à la grosse start-up et quelques PME assez importantes. On fixe ce problème-là avec une mise en place qui est très très simple en fait. Mais le mieux, c'est peut-être d'aller regarder le blog qu'on a aussi, que j'ai aussi sur notre site, qui va vous donner pas mal d'informations dessus sur quelques bonnes pratiques. On essaye de faire des articles vraiment sur délivrer de l'information dessus. Merci beaucoup, Denis. C'était super intéressant. Merci à toi. La semaine prochaine, je crois, si Jérémy me le confirme, qu'on est avec Grégoire Gambato, donc quelqu'un qui maîtrise très bien LinkedIn lui aussi. Merci à tous. À bientôt. Germinal. Ouais. Salut. À bientôt.